Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de ces femmes de l'Ancien Testament. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver Corinne Lanoir. Corinne Lanoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris, auteur de nombreux ouvrages, Femme fatale, fille rebelle, le livre de Jonas, cette fois écrit avec Françoise Smith-Florentin, tous ces deux livres parus aux éditions Labor et Fidèle, un autre livre aux éditions jésuites, Le salut vient des femmes, sous la direction de André Vénin, et vous êtes l'auteur du cahier évangile consacré à Jacob. Je voudrais poursuivre notre découverte de ces femmes de l'Ancien Testament avec Rahab. Qui est-elle exactement et où trouve-t-on son histoire dans la Bible? Alors, Rahab est une prostituée et elle vit à Jéricho. Et on trouve son histoire dans le livre de Josué, au chapitre 2 et au chapitre 6. On est donc là au moment où on nous raconte, selon Josué, une grande conquête. Le peuple d'Israël est en train, n'est pas encore entré. En fait, il va entrer justement par Jéricho, qui est en quelque sorte la porte d'entrée dans le pays quand on arrive depuis l'Est, ce qui est le cas des tribus telles qu'on nous le raconte. Et donc, Jéricho est une ville cananéenne. Rahab habite sur la muraille de Jéricho et sa maison est une maison de passe. Et on va nous raconter que les espions que Josué envoie pour tâter le terrain un peu et voir comment ça se passe dans ce pays de Canaan, ils arrivent directement dans la maison de Rahab. Et ils ne vont en sortir que pour repartir de l'autre côté. Donc tout ce qu'ils auront vu du pays, c'est la maison de Rahab. Et ils s'installent là. Rahab les cache sur sa terrasse. Et le roi de cette cité-État cananéenne, en fait, Jéricho, apprend qu'ils sont là. Donc il envoie des messagers pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et Rahab va dire à ces messagers, je ne sais pas où ils ont dû partir, suivez-les, ouvrez les portes des villes et allez les chercher dehors. Et donc c'est comme ça qu'elle va les sauver. Et en échange, quand au chapitre 6, on va nous raconter la fameuse conquête de Jéricho avec le peuple qui va tourner autour des murailles de la ville. Entre parenthèses, on sait très bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de muraille dans cette ville. Mais donc, voilà, la ville est prise. On va épargner le groupe de Rahab et on va nous dire que Rahab habite au milieu du peuple jusqu'à ce jour, c'est-à-dire le jour où le rédacteur est en train d'écrire cette histoire. Donc encore ici, une femme cananéenne, prostituée, donc rien de particulièrement prédestiné à faire partie du peuple d'Israël, et bien voilà, elle va, elle aussi, en faire partie. Alors on peut se demander, on voit aussi qu'elle va établir une alliance avec ses espions, et elle va l'établir au nom de ce qu'elle appelle la fidélité, la chesed, qui sont des mots extrêmement forts théologiquement dans le langage théologique qu'on peut lire dans un certain nombre de textes de l'Ancien Testament. Elle manipule aussi le savoir, parce qu'elle va dire à ceux qu'elle veut « je sais », à d'autres « je ne sais pas ». Et on peut voir cette figure de Rahab, en fait, donc, soit comme une traîtresse, parce qu'elle va passer de l'autre côté, soit comme une passeuse. Et moi, je préférerais travailler sur cette idée de la femme passeuse, parce qu'elle fait et elle dit des choses qui la présentent comme une passeuse de frontières, et qu'elle invite ceux qui lisent cette histoire à entrer dans cette dynamique de passage de frontières. Alors, de plusieurs sortes. Il y a des frontières d'abord géographiques, puisqu'elle est soi-disant située sur cette muraille qui fait la différence entre la ville et puis le monde sauvage qui est autour. Et elle, donc, elle a une fenêtre qui donne d'un côté et puis une porte qui donne de l'autre. Et donc, elle est ce lieu de passage de frontières géographiques.
Elle est aussi un lieu de passage de frontières sociales, puisque dans une maison comme la sienne, on peut rencontrer tout le monde, on peut voir de tout. Alors les pères de l'Église qui trouvaient ça un peu aventureux de devoir le salut des espions à une prostituée en ont fait une aubergiste. Mais l'idée est la même, hein. On reste dans ce lieu de passage et de croisement. Elle est aussi quelqu'un qui fait passer des frontières du savoir, puisque donc elle dit aux espions « je ne sais pas », mais elle dit aux messagers du roi « je ne sais pas », mais elle dit aux espions « je sais que votre Dieu est celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte ». Et que tout le monde ici est liquéfié de terreur en sachant tout ce qui s'est passé. Donc elle connaît beaucoup de choses. Elle fait passer des frontières théologiques, parce qu'en fait elle parle comme un théologien deutéronomiste, qu'elle n'a sans doute jamais rencontré, évidemment. Mais c'est elle qui dit la théologie, c'est elle qui dit le Dieu de la grâce dans ce texte. Et puis elle fait passer des frontières même mythologiques, parce que son nom, Rahab, on le retrouve dans quelques poèmes chez Ésaïe ou dans Job pour désigner un monstre marin. Donc voilà, un monstre marin sur une muraille de Jéricho, une espèce de sirène de terre, on pourrait dire. Et donc elle a aussi cette dimension-là. Hein. Et elle fait passer quelque chose d'important au niveau du dépassement, on pourrait dire, du rituel, parce qu'on est dans un contexte de guerre sainte, et normalement, en guerre sainte, c'est d'ailleurs ce qui se passe à peu près pour tout le monde, quand un peuple arrive et qu'il conquiert une ville, il tue tout le monde. Hein. On tue toute la vie, parce que dans cette idéologie-là, on la donne aux dieux qui nous aident à conquérir. Hein. Alors bon, on peut discuter longuement sur si on apprécie ou pas cette théologie, mais enfin ça a une logique. Et pourtant, elle va être épargnée. Hein. Donc il y a une faille dans cette mort diffusée systématiquement par ce groupe de Rahab. Alors, est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est un groupe qui déjà était en rébellion par rapport à l'institution royale dans laquelle il vivait? On n'en sait rien, on peut faire ses hypothèses, mais toujours est-il que voilà, Rahab est cette passeuse de frontières qui propose une autre façon de lire la réalité et une autre façon de proclamer l'espérance. Il y a un petit détail dans le texte où on nous dit que l'alliance qu'elle passe avec les espions, qu'elle passe d'ailleurs quand eux, ils sont suspendus à une corde dans un panier au bord de la muraille, donc ils n'ont pas forcément le pouvoir de décider grand-chose, mais eux, ils disent, quand on fera la conquête, tu mettras ce ruban qui lui donne un fil rouge à ta fenêtre, et on saura justement que c'est là qu'on ne doit pas, on doit épargner les gens. Et ce fil rouge, en hébreu, ça se dit tikva, et tikva, ça veut dire l'espérance. Et donc l'espérance, c'est ce fil dont on ne sait pas ce qui va se passer, parce que c'est vraiment une espérance qui se tient au fil de la confiance et de la reconnaissance entre ces espions et Rahab. C'est une image de l'espérance extrêmement fragile qui ne tient que par la reconnaissance et par la confiance, que je trouve tout à fait intéressante dans ce texte. D'où effectivement le bonheur de relire ce genre d'histoire. Voilà. Comme vous avez le sentiment aussi que comme femme théologienne, vous êtes une passeuse? Oui, je crois que ça arrive souvent de faire des traductions et comment faire ces traductions justement entre ces textes qui sont dans une idéologie, dans une culture très différente de la nôtre, mais qui pourtant peuvent avoir des éléments qui nous aident à réfléchir sur nos situations. Ce sont toujours des textes qui dévoilent la vérité, et qui dévoilent la réalité surtout. Et c'est à partir de cette pluralité de lecture aussi de la réalité qu'ils offrent que nous pouvons être peut-être plus intelligents sur nos réalités à nous. Le fait d'être théologienne, avez-vous l'impression que ça vous donne une autre manière de lire aussi ces textes? Alors je ne dirais pas comme ça par science infuse, hein, mais je dirais le fait de pouvoir les lire avec des groupes de lecteurs, de lectrices, dans des contextes différents. Alors oui, ça donne une vraie richesse pour chaque fois creuser un peu plus,
et retrouver ce fil rouge qui nous fait passer de l'un à l'autre. Donc, si je vous comprends bien, c'est une invitation à se mettre en groupe pour lire ces textes. Absolument. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Corinne Lanoir, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. On a toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.